Donc du coup voilà, j'arrive au lycée des Flandres donc je mets une année pour m'adapter, pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne le lycée, voir un petit peu aussi ma marge de manœuvre par rapport à la direction sur ce que je pourrais proposer. Et puis finalement, je décide en octobre 2014, à la rentrée des vacances de la Toussaint, je me dis allez c'est bon, je me lance. Et en fait, j'arrive en classe et je dis à mes élèves bon allez, on met les tables en îlot. Et puis, on va réfléchir à comment on pourrait faire des projets concrets. Du coup, je commence à lancer ça, c'est-à-dire, voilà, on va un peu renverser les choses. Et mon idée de départ par rapport à l'anglais et aux langues vivantes, je pense qu'ils sont transférables, c'est de renverser les activités langagières. En langue, on doit faire travailler les élèves sur 5 activités langagières, comprendre de l'oral, comprendre de l'écrit, produire de l'écrit, produire de l'oral et puis faire de l'interaction orale. Et je me suis dit que dans l'inversion, ce qui m'intéressait dans l'inversion des recherches, c'était du coup, pour moi, c'était d'inverser les activités langagières. Et du coup, je décide de passer la compréhension à la maison pour garder en classe que la production, en fait. C'est-à-dire que je donne les documents à l'avance à mes élèves à lire, les vidéos à regarder, et je me dis, s'ils font ce travail-là, quand on arrive en classe, on n'a plus qu'à faire du partage, du travail de groupe, et surtout, j'ai 55 minutes pour leur faire produire des choses. Donc, j'étais parti sur ce postulat de départ, donc je renverse la compréhension à la maison et la production en classe. Je me rends compte que c'est assez compliqué parce que finalement, les élèves, par rapport à la compréhension, ils sont pas forcément tous dedans. Donc, je reviens un peu en arrière, je commence à faire des stratégies de compréhension en classe, j'évite le questionnement, j'essaye de me poser la question des niveaux du CECRL qu'on a, c'est-à-dire de faire basculer les élèves de A2, qui est du descriptif, à B1 de l'explicatif, vers du B2 de l'argumentatif. Et du coup, je me dis qu'en compréhension à la maison, j'ai pas trop le choix. Je dois m'arrêter à leur demander des étapes de description et un peu d'explication pour qu'ils puissent le faire tout seuls, en fait. Du coup, je mets ça en place en octobre. Je tâtonne un petit peu, j'essaye de faire des projets où il y a des tâches concrètes et des productions quand même qui sont assez motivantes. J'ai la grande difficulté de faire des groupes et mon erreur, c'est j'avais pas encore réfléchi à leur assigner des rôles en fait. Et donc je me rends compte que c'est pas performant parce que en fait j'arrive pas à leur faire partager vraiment le travail. Et puis ben je demande une inspection. Je demande à mon inspecteur, je dis voilà, je suis en train d'expérimenter des choses, j'aurais besoin d'un avis extérieur rapidement pour savoir si je dois continuer ou si je vais dans le mur. Et du coup, il vient en janvier. Donc ça faisait quoi, octobre, novembre, décembre, voilà. Il vient après 3 mois d'expérimentation. Et puis là, je fais ce que j'avais prévu de faire. Et donc là arrive l'entretien et là, moi j'étais en panique totale. Et puis il me dit en fait qu'il est un petit peu embêté parce qu'il a jamais vu ça et que du coup il sait pas trop en fait si ce qu'il a vu c'était bien, pas bien par rapport à ce que j'avais voulu faire. Mais on discute et ensemble. Et c'est aussi quelque chose que je tiens à signaler, c'est que, en tout cas moi, j'ai de la chance d'avoir un inspecteur qui, pendant l'entretien, m'a dit bon bah voilà, on se prend un quart d'heure et on essaye de voir comment on améliore les choses. Et en fait, c'était vraiment de la co-construction que j'ai eue avec lui sur comment je peux progresser et aller plus loin. Et il me dit, moi je pense que votre problème, c'est que dans les groupes, ils n'ont pas des rôles assignés et que du coup, ça tourne pas. Et puis il me dit, il faudrait que vous réfléchissiez à leur donner des rôles bien définis pour que, en fait, dans l'heure, ils soient vraiment performants. Du coup, euh, du coup, je pars avec toutes ces idées. Alors du coup, j'arrive à ma deuxième étape donc de janvier 2015 à juin 2015. Donc, je vais plus loin dans la scénarisation et je crée des situations de la vie réelle. Et là, j'organise des vrais travaux de groupe où, en fait, je sépare les rôles. C'est-à-dire que, comme ils sont par quatre, au début, en fait, je mets deux élèves qui vont écrire des choses et puis deux qui vont parler. Puisque mon idée, c'était surtout de produire. Et puis, tout de suite, ils étaient en demande de vocabulaire et comme je voulais pas le donner, du coup, j'enlève un élève qui va écrire et puis je le mets sur le dictionnaire en fait.
mon objectif, c'était qu'ils produisent en classe aussi à l'écrit, et ça, c'était important pour éviter que chez eux, ils passent par Google Trad et qu'ils essayent de vraiment faire l'effort de produire de l'écrit. Donc, je fais des travaux de groupe, j'essaye de créer des situations de la vie réelle, donc j'essaye d'avoir des projets sur lesquels je les mets en situation où je les commence à les mettre dans des sortes de jeux de rôle. Et c'est là que je commence à avoir l'idée avec les STMG de me poser la question de faire des boutiques. Donc, je commence une première année où je leur fais créer des boutiques autour de la publicité. Donc, c'était juste vraiment la boutique, c'était plus un prétexte que quelque chose de vraiment construit pour le coup. Et puis, ben, on travaille la publicité, puis ils me font des affiches et je vois qu'il y a un déclic. Il y a un déclic qui se fait sur la motivation des élèves, sur la matière aussi, où ils se rendent compte que la matière, l'anglais, ça peut être autre chose que de seulement écrire sur un cahier des mises en commun fait par le prof à partir de 2 ou 3 qui parlent et qui finalement, moi je fais que recopier quelque chose que je ne comprends pas forcément. Mais j'étais quand même encore assez frustré, il me manquait un petit truc. Et c'est là que je fais des rencontres déterminantes, et en particulier, inversons la classe et la proposition d'Héloïse de venir présenter où j'en suis au CLIC 2015. Donc, c'était un peu compliqué pour moi pour y venir. Elle m'avait proposé qu'on fasse avec une visioconférence, et puis moi, ça me frustrait vachement de pas être présent. Ça me frustrait vachement de me dire que j'allais rencontrer des gens et que j'allais enfin me rendre compte que je n'étais pas tout seul. Donc, je finis par y aller. Et là, 2 journées où je fais des ateliers, où je rencontre des gens qui me parlent de choses qui sont pas forcément sur de l'anglais, mais qui me disent mais c'est ça que je cherche depuis. C'est ça les petits trucs que j'ai besoin de travailler. Donc je rencontre pas mal de gens, il y en a plein que je rate évidemment, mais je repars avec plein de nouvelles idées, et puis surtout je pars avec des échanges avec Régine Ballonnat-Berthois, donc une prof d'anglais de l'académie de vers la Bretagne. Elle va me tuer. Je ne sais plus si c'est Rennes ou Brest en fait. Elle est à Saint-Brieuc, mais je suis super nul en géographie. Donc une prof de là-bas. Et puis on commence à réfléchir ensemble, et j'ai dit moi dans mon projet là que j'ai commencé à amorcer, j'étais parti sur mettre mes élèves dans une ville. Et du coup c'est là que naît petit à petit le projet Flanders Lane, où du coup ma vraie grande idée c'était de créer une ville dans laquelle je pouvais mettre mes classes et que ça puisse être du collaboratif. Mon idée principale, c'était de me dire que je veux que mes élèves collaborent entre eux parce que je suis leur prof, et que j'ai trouvé frustrant que j'ai plein de classes et qu'en fait, ils communiquent jamais entre eux. Donc, je suis parti d'un truc concret, on crée une ville, je mets mes groupes en fonction des filières dans les différents espaces de la ville, et puis on va passer une année à jouer à le quotidien de la ville. Et le principe basique, c'était de faire des collaborations avec d'autres personnes et de créer en fait des échanges entre mes classes, des échanges à travers le lycée, des échanges dans l'académie, en national et à l'étranger. C'était un peu ça le projet. Et l'idée vraiment de départ, parce que je ne vais pas trop détailler, mais l'idée de départ, c'est de se dire que ce qui est intéressant pour les élèves, c'est que mes tâches complexes, elles vont pas venir de moi. C'est pas moi qui vais artificiellement créer un scénario avec une tâche complexe. C'est en fait la scénarisation de la ville qui va provoquer des situations dans lesquelles il va y avoir des besoins. Et les besoins d'un groupe, en fait, ils vont devenir les tâches complexes d'un autre groupe. C'est-à-dire que grâce à des Padlets dans lesquels ils peuvent communiquer, le besoin d'un groupe va devenir la tâche complexe d'un autre. Je donne juste un exemple. C'était dans mon centre commercial, j'avais une boutique de gamins qui étaient super feignants, qui voulaient pas faire le ménage. Donc leur solution, c'était d'embaucher une meuf. Donc du coup, on a eu pendant un quart d'heure un petit travail sur les stéréotypes vite fait. On s'est dit oula, attention, si on commence à véhiculer ce discours centre commercial, on n'aura personne. Du coup, on a rediscuté, puis on est arrivé sur il faudrait une machine. Et comme j'avais fait travailler mes premières STI 2D au centre d'ingénierie sur la robotique, et j'avais mon truc tout fait. Cette boutique-là a déposé un message sur le mur: bonjour, on aurait besoin d'un robot qui sache faire ça, ça et ça, mais notre cahier des charges, c'est il faut pas qu'il fasse ça, ça et ça. Donc on travaille toujours la langue. Et j'ai un groupe de STD qui a dit nous c'est bon, on prend en charge la création du robot. Et ils ont fait un projet de robot pour ça.
et qu'ils ont reposté sur les autres. Et mon évaluation, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est passée par est-ce que finalement on a répondu à vos besoins. Et j'ai développé du coup en parallèle toute une évaluation en classe qui repose sur des évaluations d'observables dans ce que les élèves produisent et dans les produits finis de leur chef-d'œuvre, c'est de l'évaluation sur est-ce que le message à faire passer est convaincant. Et ça me permet aussi de réintégrer les parents dans les prédictions des élèves finales, où du coup l'évaluation elle sort du chiffre et du quantitatif. Par exemple, pour l'évaluation, c'est le tableau que j'ai mis là, c'est un tableau que je donne aux élèves et aux parents en début d'année où en fait, en classe, j'ai banni la discussion sur le chiffre. On ne parle qu'en termes de niveau et en termes de progression pour passer d'un niveau à l'autre. Mais pour que les parents puissent suivre les notes que je mets sur Pronote, puisqu'il faut des moyennes et que les élèves au début s'y retrouvent, il y avait une sorte de correspondance de notes qui correspond au niveau et qui était intéressant pour moi parce que ça montrait que par exemple quand on est un élève de seconde et qu'on doit atteindre le niveau B1, ben, on a 20 en seconde, mais que si on reste à ce niveau-là en terminale, on n'a plus que 14 et que du coup, ben, en fait, le niveau est correspondre au même chiffre d'une année sur l'autre. Et du coup, j'arrive à dédramatiser et à montrer que le chiffre en lui-même, il veut rien dire. Il ne peut dire quelque chose que s'il est expliqué dans un contexte plus large. Donc, j'ai passé mon année sur Flanders Lane comme ça, où donc on a créé. En gros, je suis parti sur une carte interactive où on peut voir tout ce qui s'y passe. Hein. Et puis, pendant l'année, j'ai fait d'autres rencontres, j'ai beaucoup discuté et j'ai travaillé sur l'individualisation de l'élève. Et donc, j'ai développé les plans de travail parce que je trouvais que c'était quelque chose de fascinant, le plan de travail, pour le progrès des élèves. Et donc, moi, je l'ai adapté en fait à mon fonctionnement. Donc en fait, je mets ici le nom de l'équipe, la période du plan de travail, donc en général c'est 3 semaines voire un mois. Et puis là en fait, j'ai mes 4 rôles de production dans mes îlots ludifiés, puisque j'ai travaillé par groupe de 4. J'ai le writer, c'est celui qui va faire la fameuse trace écrite que tout le monde veut à tout prix avoir, où en fait il va du coup, c'est lui qui va prendre en charge la mise en commun des discussions sur les thèmes. J'ai 2 speakers, un qui va venir me parler à moi, à ma table, en fait, juste qu'à moi, mais où il va m'expliquer un peu à l'oral ce qu'ils ont fait. J'en ai rajouté un qui est plutôt le debater, où là, en fait, c'est des gens que je vais mettre, plusieurs élèves de plusieurs groupes qui vont discuter et moi, je me mets en retrait. Je les écoute discuter entre eux, ce qui me permet d'évaluer des compétences d'interaction plus facilement. Et puis, j'ai l'expert qui est celui qui va venir, en fait, demander des besoins langagiers. C'est-à-dire que ma partie grammaticale ou conceptuelle, elle ne va être donnée qu'à une personne du groupe, à lui de le retranscrire dans son groupe grâce à des notes, et il va accompagner le writer à écrire et le speaker à parler. Et du coup, j'ai rajouté sur mon plan de travail des choses que je vais mettre en place l'année prochaine sur le tutorat, c'est-à-dire que mes élèves sont obligés d'aider quelqu'un et de demander l'aide à quelqu'un, par exemple, où ils doivent indiquer. Ils ont des objectifs pour le plan de travail d'après sur les tâches de writer, speaker et expert. Après, j'ai mis ici à droite les parties compréhension à la maison, où ils doivent remplir des grilles de progressivité et puis un résumé en français pour que je puisse vraiment voir comment ils ont compris. La compréhension en langue, il faut qu'elle passe par la langue maternelle. Elle ne doit pas passer par la langue cible, sinon en fait l'élève qui est en difficulté sur l'écriture de la langue cible, il va pas réussir à montrer qu'il a vraiment compris. Puis ils choisissent un parcours personnalisé en fait, c'est-à-dire que c'est une demande qu'ils me font de vouloir faire une activité engagée en plus pour basculer au niveau supérieur. Et après il y a toute une partie de créativité où ils doivent me montrer qu'ils ont fait de l'anglais en dehors, sans aucun rapport scolaire. Donc j'ai un élève cette année par exemple qui a fait un screencast d'une discussion qu'il a eue avec un Anglais sur Facebook et il m'a envoyé ça et du coup pour moi c'était son léger. Je leur demande de faire une création de ressources parce que c'est important aussi. J'ai créé un padlet de ressources conceptuelles où les élèves peuvent revenir en arrière sur des travaux de fait, faire des cartes mentales de vocabulaire, des fiches grammaticales qui font sous la forme qu'ils veulent. Ça peut être écrit ou ça peut être un enregistrement en français ou une vidéo. Parce que j'essaye de travailler maintenant un peu sur les intelligences multiples et je me dis que les élèves doivent avoir accès à des ressources conceptuelles de différentes sources possibles pour qu'ils arrivent plus facilement à les appréhender. La recherche personnelle,
Et ma dernière étape, c'est d'utiliser une autre matière scolaire en demandant de l'aide à un prof. Et c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'interdisciplinarité et je pense que comme c'est très difficile de mobiliser les collègues sur des projets interdisciplinaires, je me suis dit que de passer par les élèves, puisque c'est eux qui sont concernés, ça peut être une première approche. C'est-à-dire que en fait, l'interdisciplinarité, dans mon idée, elle va en fait être impulsée par l'élève qui va aller demander de l'aide à un prof d'une autre matière pour un projet de l'anglais. Voilà un peu en gros où j'en suis actuellement sur mon travail. Et du coup, j'attends avec impatience les différentes rencontres que je peux faire au clic, que je vous fais sur Twitter, parce que je me rends compte que on a toujours à apprendre des autres et que le partage, que les tâtonnements sont les plus importants. Je me disais encore ça tout à l'heure. Finalement, ce qui nous manque, c'est de partager des choses. On est souvent les profs avec plein de problèmes, avec plein de questions en suspens, un peu comme les élèves en fait. Les élèves viennent à l'école pour découvrir et donc ils ont plein de questions. Nous, on a plein de questions pour les accompagner, mais des fois, en fait, comme on ne sait pas trop ce que l'autre fait à côté, on se rend pas compte qu'il a peut-être une solution ou une piste qui pourrait être mise en partage en fait. Voilà un petit peu en gros. Super. Waouh. T'as envoyé du lourd là, hein. De quoi? Voilà. Ah T'as mon Dieu, mais il y envoyé a... du lourd, hein. Et vous vous rendez compte que j'ai peut-être envoyé du lourd et j'ai quand même gardé le suspense de Flanders Lane quand même complètement. Ah bon. Ah, je suis un grand manipulateur. Non, mais en plus, c'est parce que si c'est vraiment des réflexions que je me suis fait là ces derniers temps. Est-ce qu'on peut Sur revoir ta tête à toi, s'il te plaît? oui, c'est ça, mais du coup, il faut que je refasse Et partager. après, voilà, tu sors de... Ouais. Super, Voilà. génial. Et je me faisais encore ces réflexions-là, surtout parce que je pense que les élèves, quand on essaie de les rendre autonomes, il faut leur faire plus confiance que ce que les gens leur font confiance. Moi, mes collègues, ils ont peur de l'autonomie de l'élève parce qu'ils pensent qu'en fait, autonomie de l'élève, ça veut dire perdre le pouvoir, ça veut dire qu'ils vont rien faire. Alors que moi, je vois là, je fais mes retours d'élèves. Hein. Là, je suis dans la phase où je donne à mes élèves, voilà, le retour de l'expérience sur l'inversion, sur la différenciation, qu'est-ce que c'est. Et ils me disent tous l'autonomie. Après, ils me disent il y a des choses, c'est vrai, qui marchent pas. Par exemple, là, il faut que je travaille l'année prochaine sur le cahier. Parce que en faisant mon système de faire des padlets collaboratifs où en fait ils écrivent sur papier dans des pochettes par groupe que je corrige, mais après ils publient, ils ont plus de traces sur leur cahier de choses. Et du coup, je leur avais pourtant dit que ceux qui avaient besoin d'une trace écrite dans un cahier, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça, il suffisait qu'ils recopient en fait les traces écrites de leur groupe sur le Padlet. Et je me suis rendu compte que ça, c'était pas forcément évident pour eux. Et je pense que l'année prochaine, je vais travailler maintenant sur réintégrer le cahier pour ceux qui en ont besoin. Après, il y en a qui n'ont pas besoin du cahier parce que dématérialiser le cahier, c'est très bien avec le NT. Mais il faut que je travaille maintenant pour ceux qui finalement commencent à s'adapter à cette approche-là, mais le cahier reste quand même l'objet fétiche. Tu vois, et là où je suis embêté pour ce fameux cahier, c'est que du coup, je me suis rendu compte qu'à côté de la fameuse trace écrite, que j'arrive à leur faire produire, j'ai maintenant une trace orale, puisque en fait, les speakers qui viennent me parler, ils se réenregistrent et ils publient sur le Padlet en fait un petit peu la partie orale de la trace écrite. Et je pense qu'il faudrait développer ça maintenant. Il faudrait arriver à développer aux différents profs qu'il n'y a pas que la trace écrite qui compte. Il y a aussi une possibilité de trace orale. Et comme on est de plus en plus dans les interrogations sur les neurosciences, je pense que c'est peut-être une solution aussi pour les élèves 10. C'est-à-dire que du coup, ils auraient une trace orale à la maison du cours. Et ils seraient plus gênés par l'écrit. Enfin, il me semble. C'est des questions sur lesquelles je Non, réfléchis en ce moment, en fait. c'est super intéressant parce que tu vois, l'enseignement du français l'année prochaine avec la réforme, il se base quand même énormément sur l'oral. C'est-à-dire qu'il y a une énorme place donnée à l'oral, place qu'il n'a jamais eu avant. Donc pourquoi pas dans les langues vivantes, c'est encore plus justifié, quoi. Ouais, parce que, enfin, dans toutes les communications que je fais, je le vois bien, hein, les gens, ils sont attachés à cette fameuse trace écrite. Et quand je leur dis
que la trace écrite qu'il propose, ce n'est pas une production écrite d'un élève, que c'est juste un recopiage d'élèves d'une d'une production du prof à partir de bribes d'élèves qui sont en plus une production orale. Enfin, la production écrite qu'on a au collège ou au lycée où le prof il écrit au tableau où il fait écrire à un élève des phrases, elle a été produite par les élèves oralement. Donc pour moi, c'est une transcription écrite d'une production orale qui du coup n'est plus valorisée comme production orale, mais qu'on force à faire une production écrite et l'élève ne se l'approprie pas puisque quand l'élève recopie, pour moi, il ne s'est à aucun moment approprié, il n'aura envie de revenir sur ça. C'était un peu pour ça que je fais des traces écrites par groupe, où je me dis, oh, ce groupe-là, comme les rôles tournent, en fait, j'ai oublié de le dire, les rôles ils tournent, ils sont obligés pendant un mois de faire tous les rôles. Donc forcément, ils produisent forcément une fois par semaine, où ils ont écrit, où ils ont parlé, des fois même quand ils sont rapides, ils font les deux. Du coup, ils ont tous produit une trace écrite. Alors forcément, ce sera pas sur le même thème. Ce sera sur des savoirs complémentaires, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes d'écriture. C'est pas forcément qu'ils deviennent spécialistes de tel thème, c'est qu'ils mettent en place des stratégies d'écriture qui sont transférables. Les élèves doivent faire une production orale où ils doivent présenter des notions. Et nous, en anglais, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils présentent des notions et les documents qu'on fait en classe, c'est que des aides pour leur argumentation. Mais il y a d'autres langues où en fait on leur demande, l'élève doit présenter en fait des documents. Donc on revient sur de l'explication d'un texte. Et du coup, l'élève est incapable à ce moment-là de sortir du document pour arriver au mécanisme d'argumentation qui lui permettrait de basculer au B2. Donc dans la notation, l'élève dépasse rarement le A2, B1. Du coup, je trouve qu'on on lui empêche avec ce système-là de pouvoir accéder au B2 qui lui permettrait d'être le niveau validant. Enfin, ça se fait de moins en moins, mais en tout cas, je vois cette perturbation sur ça, sur ceux qui veulent à tout prix que l'élève présente un texte et puis ceux qui sont plus sur le texte comme un exemple. Mais c'est plus compliqué, hein. C'est plus facile et plus confortable de faire un document avec des questions ou un questionnement d'élève où l'élève repart avec quelque chose de concret sur un document que de partir à l'inverse d'une idée principale où le document est clair. Enfin, pour des élèves, c'est plus compliqué aussi pour certains. Les deux se valent. Enfin, je parle beaucoup. Mais c'est bien, c'est ta présentation. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions. Moi, j'ai une question toute bête. Le temps d'adaptation des jeunes, combien de temps ils ont mis à vraiment prendre le truc en main? Alors, il faut compter le premier trimestre pour déconstruire leurs habitudes. Enfin, pour ceux que j'ai pas, en fait. Là, si on part des élèves que j'ai pas. Je mets un trimestre. Ouais. Je mets un trimestre pour déconstruire au maximum les choses parce que c'est très compliqué pour eux parce qu'en fait, je leur demande à lâcher prise énorme. C'est-à-dire qu'ils doivent me faire confiance. C'est-à-dire que je détruis tous leurs repères qu'ils ont sur qu'est-ce que c'est qu'un cours d'anglais comme ils ont eu avant. C'est-à-dire que voilà, en fait, des fois, on repart à la fin de l'heure et on n'a rien écrit dans le cahier. Mais on a fait plein de choses qui se passent dans la classe. Et là où ils sont embêtés, c'est que comme ils sont encore dans la structuration de, en fait, à la fin d'un cours, je dois avoir écrit dans le cahier. C'est ça que je dois déconstruire. Et ça, c'est très dur à leur faire accepter parce que du coup, ils se mettent à écrire. Dès que je mets un truc au tableau à écrire, il faut qu'ils l'écrivent dans leur cahier. Même si c'est rien. C'est ce réflexe-là. Donc, en général, ça me prend un bon mois. Un bon trimestre. Mais ce qui me permet du coup de commencer un petit peu des projets qui sont un peu plus faciles et qui sont moins axés culturellement, mais qui sont plus pour essayer de voir un peu ce qu'ils veulent, leur relation à l'anglais. Après ce premier trimestre, en gros, c'est vers la Toussaint, grosso modo, d'adaptation. J'ai toute une partie au retour de la Toussaint où ça marche comme sur des roulettes. Les élèves, ils sont à fond, ils sont dans le truc. Il y a une période après, par contre, ça, peut-être que d'autres peuvent confirmer, mais que moi j'ai remarqué. Il y a la période vers Noël où en fait ils se rendent compte que ça demande du travail et qu'on leur demande beaucoup. Et certains, quand ils se rendent compte de ça, qu'en fait on les fait travailler, ils recommencent à prendre leurs mauvaises habitudes parce qu'ils se disent, en fait, il est en train de nous arnaquer le gars. En fait, avant c'était mieux finalement parce qu'en fait j'étais peinard, j'avais rien à faire, les choses se passaient, mais maintenant je dois toujours travailler quoi.
Du coup, il y a une période de flottement où ils sont des fois en refus de l'approche parce que du coup, ils se rendent compte, certains, que ça leur demande plus de travail que dans d'autres cours. Et cette année, j'ai un groupe qui a refusé toute l'année ça. C'est-à-dire que j'ai mon groupe de TLSP, maintenant tout le monde les connaît par cœur, je crois, en France, parce que chaque fois j'en parle. Elles ont été dans le refus de cette approche parce que c'était travaillé et qu'elles étaient bien contentes de devoir écrire sur leur cahier un cours qu'elles apprenaient si elles voulaient, mais qu'en fait, de leur demander de s'impliquer, c'était trop contraignant. Et par contre, alors, peut-être une autre question qui va avec ça. Au début, je me posais la question du type d'élève. Et au tout début, j'avais beaucoup de mal avec les élèves scolaires. Parce que l'élève scolaire, qui est encore dans le système et qui va avoir du mal à s'en sortir, ils étaient assez réticents sur cette approche. Je vois les élèves qui sont moins scolaires, c'est pour ça que j'adore travailler avec les STMG ou les STI2D parce qu'ils sont ouverts sur tout, tu leur proposes n'importe quoi, ils sont partants. Hein. Ils se plantent, ils s'en foutent. Hein. En plus, ce que j'aime bien avec eux, c'est que comme ils sont partants et qu'ils sont pas scolaires, toutes ces innovations-là, ils aiment bien, je pense aussi, ils aiment bien parce que ça les valorise de voir que les profs se creusent la tête pour trouver des solutions pour eux et des manières autres pour qu'ils progressent. C'est combien de temps là que tu as commencé ce projet? J'ai pas retenu. Le projet Flanders Lane ou oui. Non, ton projet Flanders Lane. Flanders Lane, je l'ai commencé qu'en septembre. En fait, mon projet Flanders Lane, il est arrivé dans ma mutation sur la concrétisation de quelque chose que je voulais vraiment faire dans mon approche par rapport aux élèves. D'accord. Mais par contre... Non, c'est que je me posais la question justement des résultats de tes élèves au bac. Alors... je peux pas le dire officiellement vu que ça peut être diffusé, mais je sais plus ou moins mes élèves de terminale, comme c'est des épreuves, c'est des épreuves internes en fait. Les oraux du bac, on fait passer les élèves à l'interne au lycée par d'autres profs. On intervertit nos élèves. Donc j'ai les résultats de mes élèves. Est-ce qu'ils voient une différence entre les élèves et les leurs? En fait, ce que je sais, c'est que mes élèves, quand ils passent l'oral, en fait, c'est pas la première fois qu'ils parlent anglais. Ouais, ils sont plus à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont été entraînés à parler, ils ont été entraînés. Comme en fait, quand ils participent en classe, vu que je note pas la participation orale, je trouve ça odieux de noter la participation orale d'un élève devant la classe, où je trouve que du coup on juge pas sa qualité de la langue, on juge sa capacité à être à l'aise ou pas. Et ça, c'est quelque chose que je me refuse de faire, ce jugement de valeur. Donc moi, quand ils prennent la parole en anglais, c'est qu'avec moi dans ma scénarisation. Donc en fait, j'ai le temps de les écouter, j'ai le temps de les faire parler vraiment anglais sans qu'ils l'écoutent des autres. Et du coup, je peux vraiment faire de la remédiation en fait. Et du coup, je les entraîne à discuter et ils sont plus à l'aise dans l'épreuve où ils doivent présenter ou même discuter parce qu'ils ont mis en place des stratégies au quotidien. Après, je reconnais que mes élèves, alors ça peut arriver, hein, mais il y a des élèves que j'ai en première que je suis pas en terminale et eux par contre, en fait, il y a une sorte, hélas pour l'instant, de brainwash entre la fin de la première et la terminale où on leur explique qu'ils se sont bien amusés en première, mais que maintenant il va falloir se mettre à travailler quoi. Et c'est là où ça devient compliqué. Et je pense que c'est là où on arrive aussi à une des limites de l'innovation, c'est-à-dire que à un moment donné, des fois, moi j'ai l'impression que l'élève il est pris en otage un petit peu, où en fait non, on lui a donné plein d'outils, mais je pense que ça, Solé, c'est quelque chose que tu dois ressentir en fait en tant que PE quand tu vois les élèves qui arrivent au collège après, peut-être. Mais on leur a donné plein d'outils, et on se rend compte qu'en fait, face à quelqu'un d'autre, ils vont pas les sortir. Face à un autre prof, ils vont pas en fait vouloir donner. Alors je sais pas si c'est une question d'affectif, mais j'ai des élèves qui du coup face à un autre prof veulent pas donner autant qu'ils m'ont donné parce que c'est l'autre prof. Le contexte dans lequel tu les mets, peut-être que dans un autre contexte, pas spécialement avec un autre professeur, mais dans un autre contexte, ils peuvent pas transférer les compétences qu'ils ont acquises avec toi. Ouais, mais c'est parce que comme moi j'arrive en fin de parcours. En fait, et qu'il y a le bac, les parents et les élèves retiennent que les résultats du bac.
Et, et je sais que des fois, en fait, là maintenant, ça va mieux. Je le vois vraiment sur des élèves que j'ai eu sur 2 ans. Là, ils ont quand même eu des notes qui étaient vraiment bien sur les épreuves orales, quoi. Je veux dire, ils avaient tous entre B1 et B2. Ceux qui étaient en dessous de B1, de toute façon, ils avaient rien fait aussi. Parce qu'il y a des élèves qui font vraiment rien. Et ça, qu'il faut rien avec une approche comme je fais ou avec une autre approche, ça changera rien. Ça règle pas le problème personnel du travail de l'élève. Ça peut le faire réfléchir. Et quand on arrive au lycée, je pense que la réflexion elle est trop tard pour qu'ils prennent vraiment un changement total de posture sur le travail. Oui, mais c'est sûr que la question centrale, c'est est-ce qu'on a, que ce soit l'anglais ou d'autres disciplines, hein, est-ce qu'on apprend pour le bac ou est-ce qu'on apprend pour apprendre? Ça, Mais ça, c'est un problème en tout énorme. cas, pour au lycée, moi je sais que c'est le gros problème. Et c'est surtout quand tu es dans un lycée où en fait il y a les parents qui sont dans la pression de la réussite, où en fait ils se rendent pas compte en mettant la pression à leurs enfants sur l'examen, ils détruisent toute l'ouverture sur l'après-examen. Et moi je le vois, on a un très bon lycée qui a des très bons résultats, mais si on fait des analyses sur un an après en fait en supérieur, ils s'écroulent tous en fait. Ils s'écroulent tous parce qu'ils ont appris pour le bac dans un système de Ouais. bachotage où ils ont rien appris au-delà en fait. Mm. Et comme moi je propose pas ça, les élèves qui sont encore trop dans l'état d'esprit formaté sur c'est le bac qu'il faut qu'on vise, ils veulent pas aller au-delà. Je veux dire mon groupe de spé, je reviens sur ça hein, parce qu'elles m'ont traumatisé quelque part. Hein. Elle ne voulait pas apprendre plus que ce qu'elle devait faire au bac. Elle devait présenter 2 dossiers. On a fait 2 dossiers en janvier parce que je voulais qu'elles en fassent 4 pour qu'elles en choisissent vraiment 2. Elles ont refusé d'en faire 2 de plus parce qu'elles avaient fait exactement le taf qui était pour l'examen. Elles n'ont pas voulu apprendre l'anglais au-delà de ce qu'on attendait. Et, euh, et c'est super frustrant. Hein. Alors là, maintenant, elles s'en sont rendues compte. Donc là, elles veulent qu'en une semaine, en fait, je les amène au niveau C1. Au niveau C1, alors qu'en fait, elles ont à peine arrivé au niveau B1 quand même. Donc c'est énorme quand même, hein, en une semaine. Mais bon, c'est pas que pour ma matière, hein, c'est un état général. Mais je pense, alors ça, c'est un truc aussi qui me vient en tête, c'est que toutes les expérimentations qu'on fait, en fait, tant qu'on n'a pas aussi des soutiens de collègues qui un peu font pas forcément la même chose, hein, pas forcément dans la même boîte, hein, mais qui font des approches dans lesquelles l'élève arrive à trouver sa vraie place d'individu. Là, on arrivera à des choses, sans parler forcément d'avoir la même approche. Je dis juste de mettre l'élève dans le cadre de on peut faire différemment, peu importe comment on fait. Et dans le différemment qu'on fait, finalement, on fait les mêmes choses pour vous. D'expliciter ça, je pense. Hein. Ouais, qu'ils soient habitués à être déstabilisés, enfin, que ça les déstabilise pas d'arriver dans ta classe, quoi. Bah, ça les Enfin, déstabilise toujours, mais pour moi, c'est aussi déstabilisant d'arriver dans une classe où quelqu'un fait un cours magistral ou traditionnel, dans le sens qu'ils grandissent, ils sont de moins en moins confrontés dans la vie réelle à des situations comme ça, et c'est quand même, ça peut être perturbant aussi, quoi. ah oui, Mais oui, c'est pour ça que j'essaie de les suivre. Hein. Donc je sais que c'est une filière et que c'est des niveaux où je peux les prendre 2 ans, où je peux vraiment faire du vrai travail, parce que là, du coup, sur 2 ans, j'ai le temps vraiment de les amener vraiment sur l'autonomie, quoi. Là, j'ai eu un groupe de terminale de STMG cette année et j'en avais une grande partie en première. J'ai pas eu besoin du premier trimestre pour t'adapter. Hein. C'était direct. Hein. Je veux dire, ils sont assis, ils ont dit bon allez, on fait comme l'année dernière, hop, on fait ci, on fait ça. Je leur ai rajouté les plans de travail. Du coup, en une semaine, ils avaient compris le principe. Ils étaient même à me proposer des documents pour travailler. Eux, ils étaient à fond, monsieur. Sur ce thème-là, si je trouve un texte, je peux le faire. Et puis, du coup, on le propose à la classe et on travaille sur le mien et pas le vôtre. Enfin, voilà quoi. C'est super ça. Mais il y a encore du boulot. Hein.
Ça s'arrête jamais. Maintenant, mais de toute façon, je peux pas là. Maintenant, ça y est, moi, maintenant que je suis arrivé, j'ai découvert le plan de travail, je l'ai trouvé à ma manière. Là, je suis en train de réfléchir sur comment essayer de faire avec le cahier. J'ai vu que je vais essayer de me lancer pour aider les élèves 10 avec Orasma là. En fait, c'est ouais, c'est parce que j'ai de plus en plus d'élèves 10 au lycée moi, et ce qui me plaît, c'est que ils ont plus cette peur de le dire. J'ai des élèves qui sont complètement décomplexés sur la dyslexie, qui viennent te voir en disant voilà, c'était juste pour vous dire que je suis dyslexique, voilà, point. Tu vois, ils sont plus ils le disent même plus dans la honte de le dire à la fin du premier cours quand tout le monde est parti. Je trouve que ça c'est vraiment bien. Parce que du coup, c'est le discours de est-ce que vous avez quelque chose qui est pour m'aider tout ça et comme moi je trouve que de leur donner un document différent c'est pas les inclure, enfin dans mon manière de faire à moi en fait. Je me sens pas moi de donner à un élève un document différent parce que pour moi je lui envoie le message de allez t'es différent donc t'as droit à quelque chose de différent. Du coup j'ai réfléchi avec la réalité augmentée à donner le même document à tout le monde, le même texte à tout le monde, mais avec les filtres d'Orasma, l'élève qui est 10 en fait, il peut utiliser le smartphone et du coup il va avoir dans le document des morceaux qui vont apparaître où il va avoir peut-être l'écoute du texte ou je vais agrandir qu'une partie du texte que je veux qu'il lise. Et je veux essayer ça parce que je pense que c'est une manière peut-être aussi d'arriver à les aider. Et surtout, c'est que du coup, c'est eux qui vont choisir. C'est-à-dire que l'élève qui pense que le document il va y arriver, il va essayer sans filer. Et s'il voit qu'il est bloqué, il va pouvoir avoir cette aide. Et il n'a pas l'aide tout de suite. Et je pense que c'est bien aussi pour des élèves comme des élèves 10 aussi, de pouvoir choisir à quel moment ils ont vraiment besoin de l'aide et qu'elles ne soient pas systématiques parce qu'ils sont 10. Qui peuvent arriver à gérer un peu le moment où ils peuvent être sans filet, quoi, sans avoir à se justifier devant tout le monde. Donc je travaille sur ça en ce moment. Wow. Je sais pas si c'est une bonne direction, mais Bah, je serais 10, je serais content. Tu penses que Orasma, ça va être stable, suffisamment stable pour pour se déclencher vraiment quand on a besoin, etc. C'est-à-dire, moi j'ai essayé un petit peu euh, dans mes plans de travail justement Orasma et en fait, comme ça fonctionne pas tout le temps, ça peut mettre un peu les gens en difficulté. Donc je pense que ça dépend aussi de la connexion que tu as, non? ah ouais, non, ça c'est vrai. Mais c'est parce qu'en fait, l'avantage d'Orasma, c'est que si dans la classe, en fait, l'élève il a un problème, avec Orasma, il peut le refaire de chez lui Ouais, non, non, mais aussi. tu prêches une convaincue là-dessus, mais ma question c'est si au bout d'un moment, tu vois, le gamin n'arrive toujours pas à faire apparaître l'aura et tout sur Orasma, est-ce que Ah non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là, je pense que comme on est sur de l'individualisation, je pense que dans mon cours, si ça se présente, je vais pouvoir passer du temps avec lui. hmm, Parce qu'en plus, du coup, techniquement, comme il y aura un problème technique, ça peut justifier de l'aide sans que ça soit montré du doigt aussi, en fait. Mais hmm, pour éviter complètement aussi cette différenciation, j'ai prévu aussi, dans l'Orasma, en fait, des parties pour ceux qui sont en avance aussi et pas forcément 10, où en fait, une partie plus compliquée du texte, il y aura un accès à une vidéo culturelle explicative. En fait, le d'accord. but, l'élève, il va avoir l'aide et c'est à lui de l'utiliser ou pas. Alors, forcément, des très bons élèves, je vais leur démontrer qu'il faut pas qu'ils utilisent cette partie-là puisque c'est pas très utile, mais qu'ils soient plus sur la partie complexe. Mais je pense que petit à petit, quand on arrive à amener les élèves à l'autonomie, ils arrivent à jouer le jeu, ça, de faire les choses selon leurs difficultés et de pas passer par la facilité. Une Hmm. fois qu'ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à être autonomes, ils en abusent pas non plus, quoi. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue de François Jourde qui s'appelle le prof de philo belge, qui avait fait un manuel Oui, augmenté par Orasma. Je sais ben pas oui, si tu l'as vu, Sébastien. si, ben c'est une des choses qui m'a inspiré, c'était le manuel de philo Ouais. de lui.
Il y avait la vidéo d'un prof aux États-Unis aussi avec les murs. Après, il y a ce que Marie Soulier elle a fait aussi. Enfin, il y a plein de gens aussi sur la réalité augmentée qui sont super inspirants, quoi. Mais en plus, franchement, c'est pas super long à faire. Ouais. Mais je préfère. Je sais que ça marche pas à 100% non plus. Mais je me dis si cet outil-là, il peut marcher à un moment donné. Ça peut être. Moi, c'est mon idée, c'était vraiment de pouvoir en fait donner aux élèves qui sont en difficulté la possibilité de choisir d'être aidés ou pas en fait. Que l'aide ne leur soit pas imposée par leur statut en fait. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est ce côté où forcément je vais t'aider parce que c'est bah là ça c'est vrai que j'ai des difficultés mais là j'ai compris donc j'ai pas besoin d'aide, je peux me débrouiller tout seul. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas trop l'habitude des élèves en difficulté mais je pense que c'est quelque chose qui peut être important pour eux de pouvoir de pouvoir gérer justement l'aide ou pas, non? Après, puis le gars, bien luné, bien lancé, un texte qui l'inspire, il a pas besoin d'aide, il y va, quoi. Bah, c'est ça. Sinon, on continue à les enfermer en fait, sinon ça finit par les définir en fait. Mais non, oui. Mais j'ai fait le test quand Mais même sans moi, rentrer quand je savais pas, dans moi, ça, j'ai que hein. des définis. Ouais. Pardon. Ah ouais. Excuse-moi, Mais je t'ai coupé. c'est parce que j'ai lancé ça, j'avais donné un texte à lire et j'avais des élèves et du coup je m'étais enregistré pour le coup et du coup l'enregistrement passait en classe quand ils lisaient le texte et là j'ai vu qu'il y a des élèves qui avaient des difficultés en accès au sens à l'écrit qui en écoutant en suivant le texte avec le son ils ont trouvé tout de suite les mots à l'accès au sens quoi. Et il y a un truc qui est très bien, alors il faudrait que je vous le mette, il y a un site qui est très bien de partage. Si vous avez besoin, par exemple, d'un texte dans une langue étrangère, en fait, il y a un site, alors ça s'appelle, je vais peut-être le mettre là, ça s'appelle Rhino Spike. En fait, vous passez une annonce sur un petit texte ou n'importe quoi où vous voulez que quelqu'un le fasse en langue étrangère. C'est pas forcément l'anglais, hein, c'est dans n'importe quelle langue. Et en fait, la personne vous le fait, mais en échange, il va vous demander de faire, comme on est français, de vous faire une lecture d'un texte dont il aura besoin, en fait. Et du coup, c'est un échange comme ça de procédés. Et je trouve ça vachement bien comme principe. C'est-à-dire que il y a par des annonces, il faut lire, par exemple, je sais pas moi, une scène de Molière ou un monologue de Molière en français parce qu'il y a un prof qui est pas un prof de FLE qu'on aurait besoin avec un vrai francophone et en échange, en fait, il peut te donner la lecture d'un menu en anglais ou en espagnol ou n'importe quelle langue, quoi. C'était un peu ma présentation, alors c'était un peu chaotique, mais parce que j'ai rien préparé, j'avoue, j'aime pas préparer les choses d'avance, j'aime bien l'improvisation, donc voilà. Non, c'était très bien. Ah ouais. Moi, j'ai tout C'est compris. très intéressant, hein. Et quand tu dis, alors, et du coup, quand tu dis, et même je le dis à mes élèves aussi, moi maintenant j'ai plus peur en fait. Je suis décomplexé sur le discours de l'évaluation avec mes élèves. Maintenant, peu importe, hein, même les élèves qui sont encore au lycée, je m'en moque un peu parce que je pense que vu que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à se mettre en marche sur la posture, je me dis que si les élèves finalement ils sont capables de prendre du recul sur l'évaluation chiffrée, on aura déjà gagné une bonne partie du travail, je pense. Ils arrivent à ne plus lire les notes chiffrées comme on voudrait leur faire croire qu'ils doivent le lire. Et j'expliquais à ces gens que moi j'en mets plein de 20 parce que pour moi, c'est ce que je devrais faire tout le temps. C'est-à-dire que mon travail, c'est d'amener l'élève à la réussite. Et que quand je l'évalue à l'instant T, bah, en fait, je dois l'évaluer de telle sorte qu'il a réussi ce que je lui ai demandé à l'instant T. S'il n'y arrive pas, c'est qu'à un moment donné, je l'ai fait trop tôt ou je ne l'ai pas accompagné. Du coup, voilà, moi, quand je dis, c'est pareil, comme quand je dis que moi, je fais de l'évaluation en observable, ça y est, hein. Mes élèves, ils sont en fait évalués tout le temps, donc ils sont jamais évalués. C'est-à-dire qu'ils sont évalués au courant du cours. Voilà, le gamin vient me produire un truc, j'ai dit, bah, ce que tu m'as fait, c'est du B1. Donc la prochaine fois, si tu vas aller à B1 plus, il faut que tu me rajoutes ça en mécanisme, ta, et puis voilà. Hop. Mais ça peut être très structurant aussi, hein, de mettre des dates butoirs pour les évaluations. Mais comme je le dis, alors c'est peut-être provocateur, mais pour moi, les deux seules évaluations qui doivent être annoncées à un élève, c'est le brevet et le bac. Hors de ces deux évaluations, pour moi, les autres, elles n'ont pas à être annoncées, elles n'ont pas à être institutionnalisées en fait.
Parce que c'est les deux seuls vraiment qui sont validantes, quoi. L'évaluation, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je les évalue aussi comme ça, je les évalue tout le temps. Alors, il y a quand même l'évaluation qui va dans le livret scolaire, parce que voilà, il faut rendre un livret scolaire, il faut rendre des comptes, etc. Mais c'est la réflexion d'une élève l'autre jour, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était les divisions, il me semble que c'était ça, où elle a complètement loupé son évaluation. Et elle m'a dit après, mais je comprends pas, maîtresse, vous vous êtes trompée, sur mon livret scolaire, vous avez mis acquis. Et alors que j'ai pas réussi mon évaluation. Et je dis ouais, non, mais effectivement, t'as pas réussi sur cette feuille-là. Mais regarde, sur ton cahier du jour, t'as réussi celle-là, 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 et puis même celle-ci. Donc, tu sais faire les divisions. Et juste là, il y avait écrit évaluation, donc elle s'est mise en panique. Ouais. Et voilà, mais tu sais faire une division. Si un jour t'en as besoin, tu sais en faire une parce que, voilà, justement, tiens, telle situation où t'en as eu besoin, t'as su la faire. Et moi, je l'ai noté parce que je me balade dans la classe toujours avec mon téléphone. Je me dis, ah bah tiens, pouf, là, elle a réussi. Et donc, elle m'a dit, ah oui, d'accord. J'ai dit, moi, l'évaluation, c'est pas une note, c'est est-ce que tu sais faire ou est-ce que tu sais pas encore faire, il faut encore le travailler. Bah, il se trouve que là, maintenant, les divisions, tu sais faire et la feuille où il y a marqué évaluation, à la limite, je m'en fiche, quoi. C'est pareil, moi ce que je fais dans l'évaluation, puisque je dois mettre des chiffres sur Pronote, en fait j'ai le système moi avec le CECRL de palier, c'est que en fait je note, j'ai que 5 notes en fait dans mes moyennes d'élèves, une par activité langagière. Et en fait je note à la fin du trimestre la note équivalente au niveau acquis. C'est-à-dire qu'ils produisent plein de travaux, plein de productions, mais je compte que celle qui a été la plus loin dans le niveau. Et que c'est pas parce qu'ils ont eu par exemple B1 une fois qu'après ils n'y arrivent plus à l'avoir que en fait ça a une incidence. S'ils ont réussi si j'ai réussi à valider un niveau, c'est qu'ils sont capables de le refaire plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent le faire tout le temps, parce qu'un élève n'est pas capable d'être performant tout le temps à la même manière qu'il l'a été à un moment donné. Et du coup, c'était marrant parce que quand je dis ça et que du coup, il y a des gens qui me disent, ouais, mais du coup, s'il arrive à B1 et qu'après il ne fait plus que du A2, tu fais quoi? J'ai dit, ben en fait, c'est ma faute. C'est parce que je l'ai validé peut-être trop tôt en B1. Et du coup, ça, c'est une erreur de jugement de ma part, mais ça n'a pas d'incidence sur l'élève puisque je lui ai fait croire ça. Donc, du coup, je me débrouille pour l'amener au maximum pour pouvoir retrouver le niveau initial que j'avais évalué. Et en fait, d'un trimestre à l'autre, je recommence jamais de zéro. C'est-à-dire que je reporte les notes de niveau du premier trimestre au deuxième trimestre, si tu veux. L'élève commence en fait le trimestre 2 avec les 5 notes de niveau du trimestre 1. Donc il n'y a jamais de régression dans la note. C'est la seule manière que j'ai d'accepter des notes, c'est que une fois que j'ai mis une note, ça va pas être en dessous, quoi. C'est du super boulot en tout cas. Ah, c'est chouette. Bah, c'est de suite quand j'ai vu passer ça sur Twitter, j'ai fait oh, putain, c'est génial quoi. Voilà. Ah, puis ça donne plein d'idées. Beaucoup qui sont en français langue vivante étrangère pratiquement, donc ça m'a vachement parlé pour mes jeunes, presque directement transposables quoi. Ouais, mais tu peux l'adapter à plein de trucs, le transposer à plein de trucs. Et c'est un boulot énorme. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je suis pas sûr. Mais moi, ça a l'air d'être un boulot énorme. Alors. Ouais, mais du coup, je trouve que moi, je me sens super petit par rapport à d'autres que je vois qui font, je trouve des choses qui sont vachement plus énormes que moi, quoi. Déjà, tu crois que moi qui fais des communications sur des formations bassin, sur des formations de brevet établissement, on me dit mais pour le primaire, vous connaissez du monde parce que nous on connaît Madame Flip quand même. Et là tu fais bah je la connais aussi, c'est bon les gars. Du coup à chaque fois je dis ouais mais moi je vais la voir au clic, c'est ma Flip Twin et tout. Oui bien sûr que je la connais et tout. Ça fait 2 fois que Solia elle me fait le coup, hein. 2 fois où en fait j'arrive et je parle et puis on me dit oui mais pour le primaire vous avez des exemples parce que je sais pas si vous connaissez Madame Flip. Je dis non pas du tout, alors là pas du tout.
je trouve que tout ce qui est en commun avec nous, avec tous les gens que je connais ou que vous connaissez, je trouve que c'est toujours cette idée de ne pas s'arrêter sur ce qu'on a trouvé. On n'est jamais dans ça y est, j'ai abouti à un truc, c'est bon, je m'arrête quoi. Il y a toujours un truc qui apparaît, il y a toujours des questionnements. Et moi, c'est ça qui, de toute façon, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans tout ce qui était classe inversée, c'était de savoir dès le début que de toute façon, ce serait jamais fini. Enfin, c'est l'espoir, quoi. Je veux dire, c'est l'idée de l'espoir qu'il y aura toujours quelque chose après. C'est le mot de la fin. Je sais pas. J'ai enfin croquage. Merci beaucoup en tout cas, hein, parce que hyper riche, hyper intéressant. Merci à vous et du coup je ne peux que vous inviter à venir au clic pour voir Flanders Lane en détail. Au stand. Ce sera par périscope alors pour moi.